Donc aujourd'hui, comme j'ai Streamlabs et à la maison, je teste un nouveau format court avec trois choses. Faut que je trouve des noms pour les rubriques, mais je vais travailler sur ce petit concept-là. Alors, en fait, je vais même commencer. Hop. Première partie, l'insta du jour. Deuxième partie, l'info sur le Japon en ce moment. L'info du jour en fait du Japon. Mais si je mets du jour partout, ça va puer un peu quand même, non? Le truc japonais et le plat du jour. Donc le truc japonais, ce seront des infos, des anecdotes sur la vie japonaise. Et le plat du jour, ce sera en gros qu'est-ce que j'ai mangé hier soir ou qu'est-ce que je vais préparer ce soir. Donc, voilà. Donc, la photo sur Insta aujourd'hui, l'Insta du jour, il a cette tronche-là. Donc l'intérêt de cette photo. Par contre, vous avez vu, je suis plus large dans l'image. Un peu moins beau, mais plus large. Donc sur cette photo d'Insta. Hello, Isobimu. Eh, je l'ai lu du premier coup alors que c'est un mot que je comprends pas. Trop fort. Donc l'Insta du jour, c'est une photo prise à partir de Lukua sur la place du Vent. Et donc on y voit les auvents sous lesquels on peut s'installer pour se reposer. Au sol, on ne le voit pas là, mais il y a du turf, donc du gazon synthétique. On a des différentes œuvres d'art, plutôt influence indus sur ce balcon. Là, j'en ai pris une qui allait bien avec, pour point de vue de l'angle, hein, avec le Sky Below qu'on voit derrière. Donc on est dans un centre commercial, on a un peu d'art qui fait réfléchir, on a du vent qui rafraîchit, et on a un panorama avec des lieux, avec un lieu au moins notable de la ville. Donc pour moi c'est un concept très japonais, quoi. C'est même dans le commercial ils essaient de mettre des trucs qui sont un peu intellectuels, ils essayent de profiter des vues et des choses qu'ils ont comme ça. C'est une photo qui deviendra rare parce que le projet Umekita 2 est en cours et donc d'ici 10 ans, eh bien cette vue n'existera plus puisqu'on devra avoir des buildings qui vont gêner au moins une partie de ce panorama. Il y aura là un jardin, mais je crois qu'il sera un petit peu plus, il sera à la rigueur sur la partie droite de Sky Below, mais à gauche, je pense qu'on sera gêné par des buildings. Donc profitons-en, c'est une photo qui deviendra rare à l'avenir. Profitons-en maintenant. Donc voilà, ça c'est la photo du jour, c'est l'insta du jour. Ensuite, on va s'intéresser aux nouvelles du Japon. Et la nouvelle du Japon aujourd'hui, ça va être celle-là. Donc j'ai choisi les sites de news en anglais parce que c'est plus accessible pour plus de monde. Donc c'est des médias japonais mais en anglais. Donc là je vais sur l'origine des choses, je vais sur Kyodo, qui est l'équivalent de l'AFP en fait. C'est l'agence de presse japonaise. Donc le Japon va permettre à différentes préfectures qui l'ont demandé de déclarer l'état d'urgence. Donc sur cet état d'urgence, on va avoir, pour cet état d'urgence, on a considéré pour le moment Osaka qui a demandé en premier, Hyogo qui est en demande également, Tokyo dont les chiffres montent rapidement pour leur capacité, et on a également Kyoto et Shiga qui se présentent sur le sujet visiblement. Kyoto, c'est un chiffre loin derrière Osaka, mais ils ont des capacités plus limitées au niveau hôpital. Donc ils paniquent plus vite. Et Shiga aussi. Donc Shiga qui est la préfecture autour
autour du lac Biwa. Et ça leur pose des problèmes toujours parce qu'ils n'ont pas le même niveau de développement de chaque côté du lac et pas accès aux mêmes transferts, etc. Donc Shiga était dans les news également, même si eux ils sont pas encore à l'état d'urgence quand même. Donc le truc amusant, très à la japonaise qui est arrivé, c'est que le gouverneur d'Osaka a fait la demande et donc on a eu l'information comme quoi le Premier ministre était d'accord pour lui accorder l'état d'urgence quand il l'annoncera. On a deux informations différentes. On a l'accord du Premier ministre officieux et ensuite on aura la déclaration officielle du gouvernement. C'est comme s'il créait un buffer en fait pour laisser aux gens le temps de s'habituer au à la nouvelle situation en fait. Ils annoncent les choses avant qu'elles deviennent effectives. C'est attention, vous allez avoir mal, et une fois qu'on est sûr que tout le monde est préparé, on leur fait mal. C'est très habituel dans les nouvelles japonaises. On a souvent ça un peu comme ça. Il ne commence pas à avoir un peu une bonne partie de la population cible vaccinée à quand les personnes âgées. Non, pas vraiment. On est très loin. Hein. Je crois que le Japon en est à 1% de sa population, il me semble. On va demander. On va voir ce qu'ils peuvent dire. Vaccination. Dans les nouvelles d'aujourd'hui, on a le fait que le Japon va recevoir 50 millions de doses Pfizer. Donc le Japon a désormais 110... désormais... Attends, oui, pas forcément... donc le Japon est parti pour vacciner tous les 16 ans et plus. Pour ça, il faut 160 et quelques millions de doses. Ce qui paraît étrange. Il en faudrait 220. Non, 190, ouais, d'accord. 144 et 50, 194. Ils sont presque aux 220 nécessaires. Voilà. Pour le moment, un peu plus de 1,2 million de travailleurs du secteur de la santé et 19 000 personnes âgées de plus de 65 ont été vaccinées au moins une fois. Donc on est à 1%. C'est pas BZF, oui, c'est pas BZF. Sachant que il n'y a que le Pfizer en fait d'approuver. Le vaccin Moderna qu'ils ont commandé à 50 millions d'exemplaires, de toute façon, il n'est pas encore habilité sur le marché japonais. Et le AstraZeneca, il devrait en avoir 120 millions, mais ça doit attendre parce qu'il y a les problèmes comme on dit en français, de... Merde. Bon, vous savez les problèmes qu'il y a avec le AstraZeneca. On a pas mal de sociétés pharmaceutiques à Osaka, si vous ne le saviez pas. Osaka est l'un des berceaux de la pharmaceutique au Japon. Il est sympa ce petit graphe. Et il nous dit qu'au 20 avril, voilà, au total, on a eu 130 000 cas à Tokyo et 69 000 à Osaka. Ce sont des très faibles pourcentages. Ouais, bah, au Japon aussi, l'AstraZeneca est boudé, il est suspendu pour le moment. Enfin, il n'a pas du tout été mis en place. Il est en attente d'homologation. Il sera homologué après le Moderna. Donc, dans l'ordre, le TRC, c'est Pfizer,
Moderna et ensuite AstraZeneca seulement au Japon. Donc voilà les nouvelles, la nouvelle du jour. J'en ferai qu'une. Si on peut blablater un peu dessus, on le fera, mais ce sera le principe. Une nouvelle par jour. Ensuite, que je revienne sur mes écrans. Hop. Troisième chose, le truc japonais. Alors, j'ai oublié de ce dont je voulais parler, de qui me traumatise chez les Japonais. Donnez-moi une seconde pour que je retrouve mon plan de bataille. Note pour plus tard. Gardez le document ouvert. Ça aide plus. Et donc, oui, je voulais revenir sur un sujet basique. Tokyo va être reconfiné visiblement si la tendance continue, ils vont être reconfinés. La gouverneure maire de Tokyo a l'air de vouloir mettre le confinement pendant la Golden Week. Les quelques infos qui passaient là, ça nous parlait d'un confinement qui partirait aux alentours du 29 avril. Donc ce serait pour le week-end, pas le week-end prochain, mais celui d'après. Pour confiner les gens, enfin confiner à la japonaise, hein, pour faire pour réduire les choses sur la Golden Week. Non, ça gênera pas techniquement Kroos. On peut pas empêcher même un étranger de faire ce qu'il faut. Je pense pas que le camping où il veut aller soit menacé de fermer. C'est pas un endroit où on se mélange. Il faudra peut-être une résa, mais s'il a des résas et tout, je pense que ça pourra se faire quand même. Ah, Nick. Ah, j'ai pas su. Oui. Nick pour le boulot, ça va le tuer. Oui, ça c'est clair que va falloir qu'il se mette à faire du Uber Eats. Hein. Va falloir qu'il enfourche le vélo et qu'il aille faire du Uber Eats, Nick. Je pense il va pas avoir le choix. Ça va faire mal. Moi aussi, techniquement, la boîte où je bosse comme prof, ils peuvent pas avoir de subvention pour une raison étrange à cause de quelques-unes de leurs pratiques. Et donc, ils peuvent pas se permettre de fermer. Donc, ils nous demanderont de faire des cours et de continuer à venir, même si on revient sur un lockdown assez fort, en fait. La première fois, ils ont fait quoi? Une semaine environ, sans cours en classe. Et là, ça va. Ah oui, le tourisme, il fait déjà la gueule. Il espérait sortir la tête de l'eau. Il espérait sortir la tête de l'eau avec la Golden Week et les Japonais les Japonais qui travaillent ont de l'argent vu qu'ils le dépensent pas en ce moment. Donc ils avaient bon espoir de pouvoir quand même faire un peu d'argent pour payer les salaires sur la Golden Week et non, ça va pas se faire quoi. Donc ça va être très dur. On n'est pas sorti de l'auberge. Alors, voilà. Ensuite, voilà un défaut de préparation. Tadam. Je voulais parler d'un petit sujet récurrent qui est abordé quand on sort. C'est les fils suspendus dans les rues. Que ce soit les fils de téléphone, les fils électriques, le câble informatique, mais pas l'eau. L'eau est pas suspendue, c'est pas des tuyaux, c'est des fils. Et donc pourquoi au Japon on a autant de fils comme ça et qu'est-ce que ça va devenir? Je veux même pas savoir ce que tu veux dire, Red, au sujet de Nick, pour qui ce sera pas Uber Eats. Je ne sais pas quel service il pourrait aller faire à vélo. Ça ne me regarde pas, il est adulte.
Voilà, il fera comme il voudra, il fera ce qu'il pourra. Mais voilà. Donc les fils au Japon, en fait, eh bien, c'est pour que les fils puissent être remis facilement au moment des tremblements de terre. C'est quand le système est apparu d'avoir des fils, les Japonais ont décidé de les mettre en extérieur avec des conditions d'accès faciles pour les remettre en place. Et ça a duré pendant longtemps. Mais en 1995, au moment du séisme de Kobe, ils se sont aperçus que dans un autre processus, ils avaient mis le gaz partout. Et que quand il y a un séisme, le gaz de ville s'échappe. Ça fait des poches de gaz à certains endroits et des fils qui sont suspendus, qui tombent à cause du séisme, ça fait ce qu'on appelle en termes techniques des étincelles. Et les étincelles et le gaz, eh ben, ça fait des feux. Ça a été la cause régulière de problèmes, enfin, d'incendies de Kobe au moment du séisme de 95. Donc le gouvernement a décidé de sponsoriser, de subventionner plutôt, l'enfouissement des lignes, parce que désormais avec les technologies, ça peut se gérer d'avoir des lignes sous terre entretenues, on peut faire des accès, des systèmes, etc. Donc il va falloir Enfin, ils ont commencé à les enfouir. Ils ont choisi des lieux plutôt touristiques, visiblement pour le début. Moi, ce que je connais de rues où c'est enfoui depuis un moment, ou assez récemment, ça va être sur Kyoto, la rue de Gyeonkobu, la rue de Gyeonhigashi, qui sont toutes les deux en enfoui. Dans cette zone-là, il n'y a plus de câbles en extérieur, ce qui rend les photos beaucoup plus jolies. Sur Osaka, Kyobashi, il a été fini l'année dernière. Ils ont, enfoui les câbles. Donc c'est un enfouissement séparé du gaz, forcément. C'est pas parallèle au gaz et c'est pas et il n'y a pas de connexion entre les deux. Donc ça devrait être fail proof. Ça devrait éviter que les étincelles venant des coupures de film viennent provoquer des incendies. Sachant qu'ils modernisent aussi le circuit, toute l'installation gaz en même temps, donc bah, malgré les séismes, les risques se réduisent. Sauf, je pense, pour le Big One, quand il se pointera, parce que le Big One, de toute façon, voilà, c'est le Big One, il cassera tout sur son passage parce que ça l'emmerde. Donc voilà, il ne faut pas non plus espérer des miracles. Il y aura forcément des accidents, mais il travaille à réduire quand même les accidents et les conséquences de ce genre de choses. Maintenant, le problème, c'est que c'est des centaines de millions de kilomètres de fils à enterrer et ça va prendre un temps fou. Voilà. Ça avait son avantage, hein, mais voilà, le risque est trop important. Donc je pense que peut-être ils vont enfouir en zone urbaine, mais les fils à la campagne, probablement que ça disparaîtra jamais, quoi. Ça se remettra beaucoup plus facilement. Mais les zones où il y a du monde et une assez forte densité et de la neige, c'est pratique que ce soit enfoui. Sur les villes, c'est quand même plus pratique que ce soit enfoui pour un certain nombre de choses. Je pense que par contre, ça va gêner les gens parce que les installations nouvelles seront beaucoup plus longues à faire que les installations anciennes, les installations aériennes. Je suis en train de réaliser la rue en bas de chez moi, en fait, comme ils sont en train de détruire les maisons les unes après les autres et de reconstruire, toutes les nouvelles, elles sont avec lignes enfouies. On a les vieilles baraques qui sont en aérien et les baraques neuves qui sont en enfoui. Faudrait que je vois si je trouve un moyen de documenter ça par photo, tiens. C'est pas une mauvaise idée. Maintenant, on en a encore pour longtemps
à profiter des câbles suspendus, forcément. Ça va durer encore un bon moment. J'essaye de retrouver, j'avais une photo j'avais une photo de film. Alors je me suis aperçu que j'ai perdu des photos récemment. Les photos que je suis allé faire, les faites en février, je les ai effacées visiblement comme un gros connard. Et je suis fort mari de ne plus avoir ces photos-là. Laissez-moi voir si je retrouve cette photo. Ah si, du coup, j'ai un appel à l'aide à lancer. J'aurais besoin d'aide, d'idées. J'ai un énorme stock de photos qui grandit en permanence sur tous les sujets du Japon. Et je voudrais organiser mes photos de manière à pouvoir les sortir facilement sur mon portable pendant les visites et également pouvoir les sortir facilement quand je fais des lives. Comment vous pensez que je peux quel système, quel logiciel, quelle solution je pourrais avoir pour organiser mes photos? Sachant qu'il faut que ce soit faut que ce soit vraiment les photos elles-mêmes qui sont stockées, qui soient stockées. Je peux pas. C'est à moins que ce soit. Ouais, mais même si c'est des liens nets pour le live, par exemple, ce sera saoulant. Donc faudrait vraiment que ce soit le stockage des fichiers photos, quoi. Donc si vous avez la moindre idée sur la question, je suis vraiment preneur du truc parce que là, ça devient un enjeu assez important. Les rangements par dossier, c'est en train de me tuer, quoi. Je perds mes photos, je fais des trucs, enfin ça devient vraiment la galère, quoi. Ouais, je galère pendant 1 heure pour retrouver une malheureuse photo de fil électrique, quoi. Parce que je sais pas où je l'ai mise. Donc s'il vous plaît, si vous avez la moindre idée, n'hésitez pas à partager. Oh putain. Putain, j'ai pas arrivé à remettre la main dessus, hein. Attends, j'ai une super photo d'un amoncellement de... Je mets des mots-clés, mais dans quoi? Il y a un système de mots-clés dans les dossiers basiques de Windows? Si je prends une image dans propriété, j'ai des trucs? Ok. Ok. Ah ouais, mais donc, ouais, t'as raison. Dans les propriétés des documents, j'ai les données EXIF et avec les données EXIF, j'ai aussi titre, objet, notation, mots-clés et commentaires de dispo. Auteur. Ah ouais, je peux faire plein de bordel en fait là-dessus. Après, quand est-ce que ça sort et comment ça sort, je ne sais pas. Et si je fais des recherches. Ouais, mais ces mots-clés, ils sortent avec quel genre de recherche?
Dans le titre de la photo, j'ai pas pouvoir mettre 50 mots-clés, quoi. Enfin, tu sais, ça va être relou. Si je fais recherche dans les photos et que je recherche mon mot-clé que je viens de mettre, ah, ça me lance des recherches net, sur le net, ça me lance pas des recherches sur mon PC. Et bon, il y a peut-être un truc quand même. T'as peut-être levé un lièvre là. Ouais, je vais regarder ça. C'était une bonne idée, merci beaucoup. Je vais regarder ça. Donc, allez, encore une seconde pour voir si j'arrive à trouver la photo que je veux. Elle sort pas là où elle devrait. Non, bon, tant pis. Voilà, bon, ce sera sans illustration pour aujourd'hui. Il faudra que je prépare mieux mon dossier pour la prochaine fois. Ça m'apprendra. Finalement, le quatrième sujet de la pastille, donc c'est le plat du jour. Le plat du jour, c'est très simple. Il va être répétitif entre aujourd'hui et demain. Si je fais un programme demain, c'est pas gagné encore. Et donc, le plat du jour, c'est le curry. Donc, le curry est un plat familial que désormais tous les adeptes du Japon, nota bene, rangent tes affaires. J'essaye, mais c'est dur. J'ai trop de photos. Mais il faut que je le fasse parce que là, je commence à les perdre et donc c'est une catastrophe. Et je vais pas m'ennuyer ce soir, je pense, c'est bon. Donc le curry, c'est le plat vraiment rattrapage familial. On rentre, on n'a pas eu le temps de faire à bouffer, on n'a pas vraiment acheté quoi que ce soit sur le chemin. On récupère tous les légumes de la maison, on fait sauter tout ça, le reste de viande éventuellement aussi qu'on fait sauter. Ensuite, on met de l'eau, on rajoute les roux de curry une fois que que ça a été bouilli. Et puis voilà, tadam! Donc c'est un plat sur lequel on se rabat très facilement parce que ça prend pas beaucoup de temps de préparation. On peut en faire pour 3-4 jours et puis resservir, enfin faire plusieurs repas avec. Ça se conserve bien. On peut varier le légume principal qui va avec. Ça peut aller avec du riz, mais sur les pâtes, ça passe aussi. Et on peut en faire différents types d'arrangements, pas seulement comme ça, mais on peut aller sur du gratin. Les Japonais aiment bien faire du gratin de curry à la maison. C'est voilà, riz froid, votre curry, vous mettez du fromage, vous passez au toaster et en 15 minutes, sans que vous ayez rien fait techniquement, c'est bon pour être mangé. Donc voilà, le curry, c'est le plat magique japonais. On a différents niveaux d'épices. En gros, dans les magasins, supermarchés, vous avez 3 niveaux d'épices, du minimum, moyen et du fort. Le range va être un peu plus court que dans les magasins, que dans les restaurants, je veux dire. Voilà. Ça permet aussi quelque part, quand les légumes sont un peu trop vieux, de quand même les préparer, vu qu'ils sont sautés puis passés à l'eau, blanchis, bouillis. Voilà, ça devient mangeable, même dans une condition douteuse au départ. Le goût du curry étant fort, on remarquera pas grand chose. Les Japonais font ça avec du roux. Si vous venez au Japon, je vous conseille d'acheter du roux de curry pour le ramener. C'est facile à ramener, c'est pas très lourd, c'est pas cher et ça fait un plat très japonais une fois qu'on est rentré à la maison.
Voilà. C'est le plat du jour. Donc, ceci est mon essai de pastille pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, je vous en prie. Si vous n'en avez pas, je vais rentrer dans ma boîte, continuer à travailler sur l'interface et on se retrouvera si vous le voulez ce soir. Je ferai un live comme l'horaire prévu dans le planning, 21h ou 21h30, je sais plus. 21h30, c'est ça l'horaire que j'ai mis dans le planning. D'ici là, je vais être assez occupé à ranger mes affaires, comme Red me le demande, et puis à améliorer un peu l'interface. Pas de questions, chers camarades? Alors, je vais m'arrêter là sur cet essai. Je vais vous souhaiter une bonne matinée et je m'en vais vaquer à mes occupations jusqu'à relancer le programme habituel c'est l'heure japonaise, oui, là, en bas de l'écran. Non, de ce côté-là, là, en bas de l'écran, c'est l'heure japonaise. Donc sur mon planning, je mets l'heure japonaise, mais normalement ça le met à jour vous sur votre à l'heure de chez vous. Twitch corrige le décalage horaire normalement. L'horaire que je mets là pour le moment, en fait, c'est un choix technique. Ce sera peut-être remplacé à terme, mais en l'état actuel des choses, je le mets pour camoufler la misère en fait. Parce que mon image elle est un peu dégueu à cet endroit-là. J'ai pas réussi à faire une correction correcte. Donc je cache mon incompétence Photoshop avec mon horloge. Voilà. Il y a une grosse boîte immonde à dons devant ce temple-là. Devant ce sanctuaire-là. C'est une bouteille en fait. Voilà. On peut plus de faire le calcul, bah voilà. Moi, il y aura toujours l'heure indiquée quand je suis sur les flux à la maison. Sur les streams à la maison, il y aura toujours l'heure. Et je mets dans le planning Twitch, donc si vous voulez voir l'horaire réel, il suffit d'ouvrir Twitch sur mon compte et vous verrez les horaires où je prévois d'apparaître. Donc le mercredi, si je me souviens bien, c'est 21h30 habituellement, puisque normalement les streamers chez qui je vais traîner ne bossent pas le mercredi, sauf quand ils décident de streamer le mercredi, contrairement à leurs habitudes. Et voilà. On fera avec, tant pis. C'est de l'ASMR. Oh, versage de verre. J'ai pas encore choisi le thème de ce soir. Donc ce sera une surprise. Je sais même plus si c'est autour de Osaka ou de Kyoto. Donc voilà. Comme j'ai fait le truc en anglais, là ça me confuse un peu. Mais il y aura un stream ce soir à 21h30, donc dans 7 heures en gros. Tu as tous mes follow qui te follow. Bah écoute, c'est parfait, c'est merci à toi de les avoir ramenés ici. Nous sommes peut-être les deux facettes d'une même pièce. Ça va faire peur là. La pièce qui fait peur. Allez, merci de m'avoir regardé
et à tout à l'heure. Je vais tester aussi les sorties d'écran. Tadadin. Est-ce que le truc de mon thème est sympa ou pas? Bonjour, bonjour. Je teste des nouveaux trucs, alors forcément ça marche pas comme je m'y attends, mais ça marche, donc c'est déjà ça. J'arrive pas à résoudre mes problèmes de stream, donc mes problèmes de chat plutôt pour être précis. Donc laissez-moi utiliser une autre manière. Là, ça devrait aller. Alors, normalement, je vois le chat correctement. Je devrais pouvoir le voir ailleurs, mais c'est pas le cas. Pourquoi donc? Bon, on se penchera sur ça plus tard. Donc aujourd'hui, c'est une petite pastille rapide au sujet du Japon que je vous propose. C'est la troisième, mais en fait deuxième fois, puisque la deuxième édition, il n'y avait pas de son, donc elle a disparu. Donc la structure est simple, 4 sections dont je parlerai rapidement. Ça va être mon Instagram du jour, l'info japonaise du jour, une petite histoire, une petite anecdote sur le Japon, et on finira par un petit speech sur un plat. Voilà. Donc pour commencer, j'améliore la façon de montrer les images. Donc normalement ce sera plus joli aujourd'hui. Et je veux vous montrer mon Instagram de cette manière-là. Voilà. Ceci est l'image de mon Instagram aujourd'hui. Donc pourquoi j'ai mis ça? Pourquoi j'ai mis cette image? Parce que vous aurez reconnu déjà le site. Si vous avez déjà regardé, si vous êtes un follower, vous avez déjà regardé les émissions longues précédentes, j'en ai consacré une au musée du costume à Kyoto. Et cette photo fait partie de cette collection. Au niveau de ce qu'on voit ici, ça doit être une personnalité impériale, pour autant que je sache. Je ne sais pas quel personnage c'est, j'ai oublié. Par contre, on est sur donc la représentation par des poupées en costume véridique du dire de Genji, qui est donc une histoire de l'époque Heian. C'est reconnu comme étant le premier roman japonais en fait. Et donc c'est une représentation de certaines scènes du dire qui est faite avec des poupées, avec des vêtements qui sont une reproduction à l'échelle, mais réaliste, des personnages. Voilà. J'ai du mal aujourd'hui. Hein. Tout est reproduit en petite échelle, avec beaucoup de soin. On peut prendre des photos sympas parce que on a accès à une certaine profondeur. Les poupées sont vraiment pas seules avec leur costume, elles sont dans un décor. Si on arrive à gérer l'échelle comme il faut, vous voyez qu'on peut avoir une image qui est très plaisante, qui apporte vraiment l'ambiance de la chose. J'en mettrai d'autres sur la question à l'avenir. Ce n'est que la première parce que, bien entendu, pour remplir Instagram, il faut avoir quand même des stocks et il faut utiliser la totalité de ces stocks. Donc ce ne sera pas la dernière. À remarquer ici sur les kimonos, ça se voit surtout sur le personnage de droite. C'est un kimono qui est à plusieurs couches. D'habitude, on a sous le kimono un vêtement blanc qui se ferme comme un kimono, qui vous sert de sous-vêtement, et par-dessus, on met le vêtement de couleur, le kimono de couleur. Là, vous voyez que celui de droite, il a au moins 2 layers, 2 épaisseurs de kimono de couleur. Donc, c'est ça prouve le niveau aristocratique de la personne.
les empereurs montent jusqu'à 7 couches, si je me souviens bien, pour leurs habits d'apparat. Donc voilà, c'est une photo que je voulais mettre aujourd'hui pour montrer d'une l'intérêt photographique de ce musée, une fois de plus, voir un peu de jolis vêtements qu'on peut montrer comme étant, qu'on peut prétendre être de taille réelle, étant donné le soin qu'ils y ont mis. Il faut imaginer que là, tous les détails sur le kimono, sur un kimono qui doit être grand comme ça, c'est du travail de précision, c'est vraiment du travail d'artisan spécialisé. Donc ça vaut le coup pour ça. Ce musée, il est pas très loin de la gare de Kyoto. Il est assez petit, c'est une seule grande salle, hein, je vous l'ai montré. Si vous retournez dans le live, je vous ai donné des explications. L'entrée est un peu chère pour ce que c'est. Mais si vous voulez prendre des photos cool de costumes, de petits décors japonais, c'est quand même une opportunité assez rare. Il n'y a pas beaucoup d'autres endroits où on peut arriver à ça, quoi. Les Japonais aiment beaucoup faire des miniatures, vous en retrouverez dans beaucoup de musées. Mais après, on n'a pas toujours la possibilité d'avoir un arrière-plan sympa et ce genre de choses. Donc là, celui-là est vraiment une exception, ce musée-là. J'ai rarement eu, non, je pense que j'ai jamais eu autant de facilité à faire des bonnes photos avec un background vraiment de qualité, quoi. Voilà, c'est une expérience un peu unique. Donc voilà, c'est pour ce qui est de l'Instagram du jour. Ensuite, l'info du jour. L'info du jour est un peu comique. Oui, elle est un peu comique, je ne sais pas comment le dire autrement. Un temple de Kyoto a décidé de monter une succursale, une branche, comme ils disent, dans l'espace. Donc, qu'en est-il? Ce temple, c'est le temple du Daigoji, donc qui est un temple sur Kyoto. Et ils ont décidé d'envoyer des objets bouddhistes sur un satellite qui partira en 2023. Donc le nom du temple sera Jotenin Gonji, qui combine les termes bouddhistes Go et Un, qui montrent le flot du temps. Ouais. Et les péripéties de la vie, en fait. Bonjour Grop. Je pense que je vois le chat avec beaucoup de délais. 2 délais cumulés, je pense. Donc voilà. Soyez patients pour les réponses aujourd'hui. Donc ils ont fait une cérémonie en février pour la paix et la sécurité dans l'univers. Ils ont l'intention de répéter cette petite chose. Et puis après, ils espèrent donc en fait produire leur bienfait grâce au satellite, grâce à ce temple satellitaire. Je ne sais pas comment ils peuvent faire. Ils ont dû trouver un arrangement pour arriver à faire des pseudo-cérémonies une fois que c'est lancé, alors qu'ils n'auront pas de moines sur place. Ça peut être... ouais. Bon. Donc voilà, c'est la news comique du jour. Voilà. Le temple Daigoji va ouvrir un temple, une succursale dans l'espace. Si j'essaye d'aller dans Google Maps, je peux vous montrer où est le Daigoji. Hop.
Donc le Daigoji est ici. Prenons un peu d'aise pour le montrer par rapport à la ville. Donc il a sa propre station, hein, la Daigo Station ici, qui est sur la ligne Tozai. Donc si je sors, voilà. Là, vous arriverez à comprendre un peu mieux. La gare de Kyoto est ici, où j'ai la souris. Et dans l'arrondissement de Yamashina, qui est derrière derrière les collines du Fushiminari, par exemple. Donc c'est dans la cuvette de Yamashina, qui est une deuxième cuvette séparée donc de Kyoto, mais qui fait partie de Kyoto, que l'on trouve le Daigoji. Un endroit sympa à visiter, c'est pour sortir de la foule, c'est souvent un endroit assez pratique. Pourquoi il veut pas m'ouvrir le Bitonio? Voilà. Donc ils nous disent que Google nous apprend que voilà, on a une jolie vue, un joli jardin avec un étang et une pagode à 5 toits. Et ils ont un musée de leurs objets précieux. J'ai pas de photos, mais j'irai en faire un de ces quatre parce que c'est un lieu connu, je l'ai déjà fait. Donc ça vaudra le coup que je retourne y faire des photos. C'est dommage qu'on ait les barrières devant la pagode, mais bon, tant pis. Ils ont quelques scènes sympas avec les cerisiers. Donc voilà ce qu'il en est pour l'info du jour. C'est ça que je fais et ça. Hop. Ensuite, au niveau de l'anecdote du jour, mon anecdote sur le Japon aujourd'hui, c'est que vous ne trouverez pas, vous ne trouverez que très rarement au Japon de fenêtres à battants. Et je n'arrive pas à me souvenir d'avoir vu une seule fois une fenêtre à double battant dans ce pays. 90% des fenêtres, toutes les fenêtres qui peuvent servir à une évacuation, en fait, sont des fenêtres à glissière, des fenêtres coulissantes. Je pense que c'est pour des problèmes de sécurité. Même en cas de tremblement de terre, ça doit rester plus facile de réouvrir une fenêtre coulissante qui a travaillé qu'une fenêtre à battant. Salut Inuvik, merci beaucoup, c'est gentil d'être passé dire bonjour. Donc ouais, toutes les fenêtres que vous aurez à la maison, sauf fenêtres trop petites pour une évacuation, seront à des fenêtres coulissantes. Chez moi, on a une fenêtre à battant qui est pour aérer la cuisine, mais c'est tout. Je mérite 200 followers. Oui, ils viendront à un moment ou à un autre. Il suffit de leur donner le temps aux followers. Il faut qu'ils trouvent par eux-mêmes, tranquillement. Ça viendra. Ils nous trouveront. En plus de ça, les fenêtres coulissantes également, vous ne trouverez pas vraiment souvent de volets. À la rigueur, vous aurez quelquefois sur des fenêtres qui sont mitoyennes, c'est ça qu'on dit, qui donnent sur quelque chose, on aura des volets coulissants qui viendront se mettre devant. Donc vous allez avoir un espace entre votre fenêtre et le volet. Le volet, c'est pas comme chez nous, ça vient se fermer dessus, mais ça va être en fait 2 sets de rails. Vous aurez le rail de la fenêtre qui est dans le mur, et vous aurez le rail du volet qui lui est vraiment posé à l'extérieur du mur. Et vous aurez un espace qui vous permet de passer dehors en fait entre les deux. Donc vous ne pouvez pas espérer avoir le noir complet dans une pièce
grâce à des volets ou grâce à des rideaux. Il y a des rideaux qui vont bien couper la lumière, mais pas totalement dans la journée. Par contre, vous pouvez faire confiance au fait que les designs japonais ont souvent des orientations pour certaines pièces qui sont particulièrement sombres. Et donc, des fois, vous pouvez vraiment, sans volet, sans rideau, vous retrouver dans une pièce quasi noire, hein, parce que vous êtes genre vous avez une baie vitrée aveugle qui donne sur un autre bâtiment qui a été construit a posteriori, ou le vôtre qui a été construit vraiment cheap. Et donc ça peut se produire comme ça. Mais sinon, si vous avez une belle orientation dégagée, ce sera très difficile d'avoir le noir dans une pièce. Sachant que pour les bâtiments, il y en aura toujours des orientations. On aura une orientation extérieure qui va avoir la baie vitrée du salon la plupart du temps, qui va être plutôt ouverte. Et par contre, si vous avez des ouvertures de l'autre côté de l'appart, là, vous aurez des fenêtres qui sont plutôt sur l'intérieur du bâtiment. Alors si c'est une seule barre, ça n'a pas trop d'impact sur la lumière, mais si c'est un bâtiment en U par exemple, eh ben, ce sera d'autant plus sombre. Donc voilà. Également au sujet des fenêtres, il ne faut pas s'attendre sur les bâtiments de plus de 15 ans, je dirais, d'avoir du double vitrage et donc une isolation sonore et thermique. Très franco-français ou européen, les battants et volets. Oui, il y a probablement des raisons culturelles et des raisons techniques qui se combinent ou qui sont même la cause l'une de l'autre dans les autres pays. C'est vrai qu'aux US, tu le vois aussi assez peu, oui, c'est clair. Mais là, c'est vraiment pour expliquer aux Français, justement, ce qui nous marque souvent. Les fenêtres coulissantes, encore, ça nous gêne pas, ça, on comprend. Même si on se dit qu'on n'arrivera jamais à aérer la pièce correctement, parce qu'on ne voit jamais notre fenêtre complètement ouverte. On en voit toujours que la moitié d'ouverte, et ça stresse un peu, quoi. On se dit, je peux pas aérer comme je veux. Mais c'est le coup des volets, par contre, qui vraiment... les les Américains auront éventuellement des volets coulissants, les French Doors, oui. Les Américains ont éventuellement des volets coulissants, ou ce genre de choses. Mais au Japon, ça arrive sur les maisons à côté de chez moi, les petites maisons à côté de chez moi. Il y a une partie des fenêtres qui sont à un volet coulissant. Comment ça s'appelle, des somfis. Mais pas toutes. Donc ça doit être celles qui peuvent évacuer du monde et celles qui peuvent pas, qui doivent avoir ça, je pense. Il doit y avoir des règles. Faudrait regarder dans les règles d'urbanisme. Il doit y avoir des règles particulières sur ce genre de choses. Parce qu'il y a une maison, c'est de manière très évidente la même pièce. Parce qu'en fait, c'est un coin et il y a une fenêtre de chaque côté du coin. Point de vue ergonomie, déjà, ça me fait. Enfin bon, tant pis. Et il y en a une qui a un volet coulissant et l'autre qui n'en a pas. C'est chelou. Mais donc voilà. Et donc oui, au niveau des vitres, isolation thermique et sonore, sur du simple vitrage, on oublie. L'hiver, on se chauffe souvent au gaz, c'est moins cher et ça ramène un peu d'humidité. Le climat est extrêmement sec pendant l'hiver, donc on va avoir un double effet intéressant du chauffage au gaz, c'est qu'il va nous remettre de l'humidité et chauffer. Problème, c'est sur du simple vitrage, on va avoir de la condensation. Et quand je dis avoir de la condensation, c'est les Japonais vendent dans les Daiso des raclettes que l'on fixe sur des PET bottles, sur des bouteilles en PET, et on va aller racler sa vitre régulièrement, tous les jours, plusieurs fois par soir, pour récupérer la condensation. Alors j'ai une anecdote formidable là-dessus. Dans notre premier appartement, on avait ça, simple vitrage. J'arrivais en France où j'ai toujours vécu dans des maisons que mon père rendait modernes, entre autres en mettant du double vitrage. Et au bout de 2 ans, quoi, j'en pouvais plus racler mes vitres. Enfin, j'avais l'impression de vivre chez les Cro-Magnons, ça me tuait.
Donc j'ai demandé à la propriétaire, qui est une membre de la famille, c'est pour ça que je me suis permis de demander, si c'était possible de considérer le double vitrage, parce que comment on pouvait vivre dans ce truc-là. Très gentiment, notre propriétaire nous dit ouais, d'accord, je vais installer le double vitrage dans votre chambre, pas de problème. Elle fait des travaux assez conséquents pour nous mettre le double vitrage, c'était super sympa. Voilà, premier hiver arrive, hop là, on a du double vitrage, pas de condensation sur les vitres. Vraiment fantastique. Au bout de 2-3 jours, je me dis tiens, c'est bizarre, le mur il brille un peu, c'est bizarre. Ah, mais il est mouillé le mur. Et en fait, eh ben, toute la condensation, ne pouvant plus se faire sur les vitres, eh ben, c'est faite sur les murs. Condensation sur un mur à papier peint, bah forcément, moisissure, etc. Ce qui m'a choqué, c'est de voir passer des tuyaux de gaz, passer dans des murs en carton, dans un pays harcelé par les catastrophes naturelles. Oui, salut Shenril. Oui, c'est vrai que les tubes de gaz, les tuyaux de gaz qui passent un peu partout. Si tu te souviens de notre premier appart, Shenril, on avait même l'air conditionné qu'on avait, c'était un air conditionné qui fonctionnait au gaz, si tu te souviens. Donc c'est pour ça qu'on avait autant de condensation dans notre chambre. Ouais, donc ils nous amenaient le gaz là-dedans, c'était fou. Alors ils ont des systèmes de VMC, si, on a des trous dans les murs avec des trappes, éventuellement des fois même un petit ventilo, mais ça marche pas des masses. Ça agit pas assez pour compenser la condensation. Remarque, je te dis ça. Dans notre premier appart, est-ce qu'on avait une trappe comme ça? Actuellement, on a du double vitrage et une VMC, donc pas de souci. Mais dans l'appart de l'époque, est-ce qu'on avait quelque chose? Des trous dans les fils de simple vitrage, oui. On avait le VMC de la cuisine, mais et de la salle de bain, mais j'ai pas le souvenir qu'on ait eu quelque chose dans les chambres. Ouais. Dans les anciennes constructions, il y avait probablement pas d'aération en fait. Ah, you are, moi c'était un trou dans la vitre. Comble au mastic. Ouais, mais en plus, toi, t'es dans une situation chelou parce qu'en fait, t'avais le double. C'est toi qui avais le double balcon, non? Ton balcon, il était intérieur aussi. Ils avaient fermé ton balcon, c'est ça? C'était toi ou Eric qui avait ça? C'est toi qui avait dont le balcon t'avait rendu intérieur. Hein. Ok. Ouais, en plus, il y a des combinaisons de trucs qui sont un peu foufou, quoi. Donc voilà, sur les vitres, faut se préparer au pire. Si on achète du moderne, ou si on loue du moderne, pourquoi acheter? Si on loue du moderne, on peut avoir de bonnes surprises, avoir des standards normaux, selon nos critères, mais sur de l'ancien, on aura forcément des problèmes au niveau de l'isolation, aussi bien donc thermique que sonore. Les gens qui vivent avec du simple vitrage et qui se trouvent sur le chemin de Gangamoto, qui se balade le samedi soir, pourront parler du plaisir que c'est d'être amusé par les motocyclistes de l'enfer. Et voilà. Donc c'était ma petite anecdote sur les fenêtres et vitres au Japon. Dernière partie de cette petite pastille. Ah ouais, t'avais les camionnettes noires aussi, Shenril? Ah ouais, t'avais vraiment pas de bol sur ce spot en fait, quoi. Je pensais pas qu'il passait là. Ou moins, enfin, je pensais qu'il gueulait qu'une fois arrivé à Umeda. Mais il gueulait dans ton quartier aussi, les camionnettes. Quelle drôle d'idée.
Oui, et puis tu avais l'hôpital en face. Oui, mais ça, c'était pour ta sécurité. Enfin bon, quand les médecins comprenaient où était la fracture, hein. Donc, mais ah ouais, donc les camionnettes nationalistes plus les gangs à moto, dur. Finalement, dernière partie pour aujourd'hui, nous allons avoir donc le plat du jour. Hop, le plat du jour, c'est le gratin. Quand on fait, comme je vous l'ai dit la dernière fois, du curry, on en fait pour plusieurs jours. Et une manière de réutiliser son curry le lendemain sans remanger exactement la même chose, ça va être de faire des gratins. Là, le perso, je me contente du voisin mélomane adepte de mauvais rap. Il y a du bon rap. Ouais, les voisins. Moi, j'ai des voisins. Récemment, depuis là, le confinement, ils font du bruit à toutes les heures aussi. En plein milieu de la nuit, ils font tomber des trucs par terre. Je sais pas ce qu'ils foutent. Il y a des moments, j'ai l'impression qu'ils ont un studio SM au-dessus de chez nous, quoi. C'est à des horaires bizarres et ils font tomber des trucs lourds qui rebondissent. C'est super chelou. Ma femme étant bien japonaise, non, non, j'entends rien. Moi, je remarque pas. Très bizarre. Est-ce que je peux la rendre plus grande cette image? Oui, oh, oh, fantastique. Ça marche bien mon nouveau truc, je suis content. Donc, deuxième solution pour utiliser son reste de curry, ça va être le gratin. Gratin, riz, curry et fromage, ou des variations. On a maintenant, comme on a gardé seulement la sauce de curry, hein, le roux de curry, eh bien, on va souvent maintenant, avec les Japonais, faire ça aussi sur des pâtes. Non, hop, oula, qu'est-ce que c'est que ce bunch? Ça a sauté. Donc les Japonais se font ça dans des petits plats céramiques au toaster souvent. Donc son lit de ce qu'on veut, pâte ou riz, le curry dessus, le fromage et pouf, au toaster. Si on est deux, ils ont chacun leur petit plat en céramique qu'ils vont mettre côte à côte dans le toaster. L'avantage d'avoir des gros toasters quand même. Et voilà, vogue la galère, c'est l'arrangement du deuxième jour du curry. Chez nous, le curry, on en fait une fois par semaine environ, et donc ça doit nous faire au total 3 repas dans la semaine. On va avoir le curry au riz le premier jour, le deuxième jour on fera un gratin, et le troisième jour, qui va être plutôt en fait qui va être seulement 48 heures plus tard, on va faire un soir, le soir d'après, et après plutôt le déjeuner du troisième jour. On va faire des udon au curry. Donc ça permet de varier. Même si c'est un peu chelou de manger des patates et des morceaux de patates et de carottes avec les pâtes, avec des udon. Mais bon, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc voilà ce qu'il en est. Ah, vous l'avez pas vu le gratin en fait, je me suis loupé. Alors attendez, on recommence. Faut que je m'habitue, faut que je m'entraîne. Il fallait que j'aille là. Ah bah voilà, tout de suite. Tadam. Donc je reprends. Voilà. Ça c'est le petit plat en céramique que que les gens vont se faire. Voilà, au toaster. On en fait un comme ça par personne, par adulte. C'est mieux quand on voit. Allez ouais. Hein. Donc un plat comme ça par adulte ou éventuellement partager un adulte et un enfant petit. Ou un plat comme ça pour 2 enfants. C'est jouable. Donc les grandes familles, ça prend un peu plus de temps de toaster, mais voilà. Alors du coup, comme je m'étais donné la peine de mettre d'autres images, voilà. Donc c'est pour ça qu'on trouve plein de petits plats céramiques comme ça dans les magasins japonais. C'est pour se faire des petites portions personnelles, principalement pour arranger des restes, quand même.
Ils ont beaucoup de plats de réarrangement de reste. Voilà. On peut bien sûr y mettre des pâtes, avec des pâtes. Et le fromage peut aussi s'accompagner d'œufs, d'un œuf. L'œuf est un ajout standard oui, au riz aussi, mais au curry, pour l'adoucir ou pour qu'il soit un peu plus visqueux, un peu moins liquide. Donc c'est une combinaison qu'on verra régulièrement, ce genre de choses. Voilà, c'était les 4 sections pour la pastille d'aujourd'hui, 29 avril 2021. Il pleut comme vache qui pisse, mais vraiment qui a passé la soirée au pub. On a l'impression d'être à la saison des pluies là, ça crache mais dur quoi. Je suis allé faire les courses ce matin et j'ai oublié des trucs, il faut que j'y retourne, c'est la galère. C'est là que j'ai envie de sortir les bottes aigle comme les japonais. Parce que voilà, c'est. Même pour aller au supermarché à 5 minutes, c'est la galère là. Donc pas de live possible, pas d'IRL possible aujourd'hui et demain à cause de cette météo là. Ce week-end non plus parce que c'est Golden Week. Mais donc vers lundi, on pourra peut-être considérer de sortir le nouveau matos puisque le gimbal et les lentilles sont arrivées. Donc on fera une sortie test probablement, enfin sûrement au début de semaine prochaine, probablement lundi. Voilà, sur ce, eh ben, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être venu, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et j'espère vous revoir bientôt. Merci, oui. Salut Red, ah bah t'arrives au moment où je dis au revoir, dis. Donc oui, j'aurai peut-être, s'il y a des photos non familiales du camping, je vous les montrerai peut-être. Chénril, toi, s'il y a des trucs sympas, je te les enverrai. Voilà. Il y aura peut-être des updates. Ah, eh ben merci pour tu fais du host à la sauvage, toi, en fait. Au lieu de faire un host automatique, Red, toi, tu fais un host à la sauvage dans ton truc. Bon. Eh ben merci d'être passé. Pour moi, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Et je vous dis demain pour une autre pastille. À demain pour une autre pastille. Salut!